Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Cindy Viau qui vient nous parler du harcèlement sexuel au travail. À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question de tics et manies. En début de deuxième demi, notre collaborateur Bernard Saunier nous revient avec un schizophrénique à Barcelone et Madrid. Et cette fois-ci, on va insister plus sur l'art en Espagne. Ça va être très intéressant, demeurer des nôtres. On a bien sûr des chansons et on commence avec Longtemps de Mauve. Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. J'accueille maintenant mon invité qui est Cindy Viau. Bonjour Mme Viau. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Merci. Vous êtes adjointe à la directrice générale en fait du groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail. Il y a effectivement du harcèlement sexuel au travail. Pouvez-vous d'abord nous présenter le groupe, d'ailleurs, les lettres d'appel, en fait, le GAIHST? Oui, tout à fait. Ouais. Je travaille pour le groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail, donc le GAIHST. Le groupe d'aide est un organisme communautaire à but non lucratif qui vient en aide aux personnes qui ont été victimes ou qui vivent une situation de harcèlement au travail. Donc, je vous dirais que le groupe d'aide a été créé en 1980. Et c'était une initiative de femmes qui avaient été victimes de harcèlement sexuel au travail. Et leur but, c'était de sensibiliser la population. Donc, c'était un groupe qui avait été créé par des femmes pour des femmes. Et vraiment, leur mission, c'était d'enrayer le harcèlement sexuel. Par contre, depuis la loi sur le harcèlement psychologique qui est entrée en vigueur ici au Québec depuis 2004, un peu avant 2004, on a élargi notre mandat et on vient aussi en aide aux personnes qui sont victimes de harcèlement psychologique dans leur milieu de travail. OK. Et donc, il y avait un réel besoin. Ça a évolué, évidemment, depuis 1980, parce qu'on peut s'imaginer qu'en 80, c'était pas les mêmes, comme vous le dites, les mêmes lois et puis la même protection, la même attention qu'on portait peut-être à ça. Là. Tout à fait. Le harcèlement sexuel se passait dans les entreprises parce que nous, on est vraiment spécialisés au niveau du travail. Par contre, il n'y avait pas nécessairement un mot à mettre sur qu'est-ce qui se passait. Mm-hmm. Donc, les femmes, à l'époque, avaient le choix de soit démissionner ou d'endurer le harcèlement. Nos cofondatrices ont décidé que c'était assez, qu'elles n'acceptaient pas cette situation et ont décidé de faire des campagnes de sensibilisation. Donc, je vous dirais que presque 37 ans après, on est encore là et on dessert la province du Québec pour venir en aide aux victimes de harcèlement sexuel et psychologique en milieu du travail. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a encore beaucoup au moment où on se parle? Il y a beaucoup de harcèlement sexuel au travail? Oui, en fait, pour le harcèlement sexuel, ça se passe encore. Je pense qu'une différence, c'est que les personnes aujourd'hui réagissent peut-être un peu plus rapidement, savent un peu mieux c'est quoi leurs droits et elles vont contacter des ressources pour obtenir de l'aide. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire, justement? On définira peut-être après aussi qu'est-ce que c'est du harcèlement sexuel, en fait. Oui. On a une petite idée, mais peut-être qu'on n'a peut-être pas la vraie définition. Mais qu'est-ce que les gens font s'ils se sentent victimes? En fait, nous, on conseille toujours à la personne de, si elle se sent en sécurité et à l'aise de le faire, c'est de demander à la personne d'arrêter les agissements le plus clairement possible. C'est de leur dire que vous êtes inconfortable ou que ça vous rend mal à l'aise, d'arrêter, de ne pas avoir peur de nommer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est. Ensuite, quand ça ne fonctionne pas, c'est de se tourner vers quelqu'un de confiance au sein de l'entreprise lorsque c'est possible pour dénoncer la situation et pour voir comment l'employeur peut nous aider, nous accompagner dans notre démarche de dénonciation. Oui, des fois, ça va aller pour une plainte plutôt formelle, mais souvent, il y a des politiques internes qui vont être là pour aider les employeurs à structurer le cheminement d'une telle dénonciation. Ouais. Et ensuite, quand que ça l'échoue, nous, on invite les gens, et c'est important d'en parler, de contacter un centre comme le groupe d'aide pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a peut-être des stratégies alternatives qu'on peut mettre en place. Par exemple, aider à rédiger une lettre de dénonciation pour l'employeur, une lettre demandant à la personne qui fait le harcèlement de cesser avant de se rendre devant les tribunaux à l'externe et d'entreprendre des démarches juridiques qui, on le sait, peuvent être longues et assez importantes là, au niveau de temps et énergie. Ça peut être délicat, par contre, si c'est un supérieur.
c'est un patron qui harcèle, Oui. c'est pas évident parce que la personne va se sentir un peu comme à l'époque, tu sais, elle va dire, ben, si je dénonce, je vais peut-être perdre mon emploi, même s'il y a des lois, on ne peut pas congédier quelqu'un comme ça, là, mais Oui. Tout c'est à pas fait. évident non plus. C'est pas évident. Ça prend beaucoup de courage pour dénoncer une situation de harcèlement sexuel au travail, surtout si c'est une personne qui est en position d'autorité. Ça, pourquoi c'est important de faire de la sensibilisation aussi dans les entreprises pour sensibiliser les gestionnaires à faire face à ce genre de situation. Et quand la personne se sent un peu au dépourvu et pas capable de le faire seule, parce qu'on comprend que ça peut être stressant, c'est d'appeler au groupe d'aide et on va voir comment on peut accompagner les gens là, dans leur processus de dénonciation. Ouais. Mais tout à fait, ça crée beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Les gens qui viennent nous voir souvent ont tenté de solutionner le problème à l'interne et ça n'a pas fonctionné. Donc, Et ils cognent à notre porte. Exactement. Est-ce qu'on peut définir, donc, Mme Villot, qu'est-ce que c'est du harcèlement sexuel? On peut penser, peut-être qu'on est dans l'erreur dans certains cas. Comment on pourrait définir ça? Oui, en fait, le harcèlement sexuel se définit par étant toute forme d'attention ou d'avance qui sont non désirées, qui sont à connotation sexuelle, qui vont souvent être répétées et qui vont créer un malaise chez la personne et qui peut potentiellement avoir des conséquences sur soit le lien d'emploi de la personne, la prestation de travail de la personne. Donc, on doit avoir un impact dans le milieu du travail et il va aussi avoir un impact psychologique sur la personne où elle va se sentir souvent isolée, en détresse. Finalement, elle n'ira pas bien là, autant physiquement que psychologiquement. Oui. Est-ce qu'on peut donner des exemples? Disons, qu'est-ce qui est du harcèlement sexuel et qu'est-ce qui en est pas? Tu sais, Oui, tout à fait. Quand on pense au harcèlement sexuel, on peut penser à des blagues sexistes, des petits prénoms affectueux, de l'affichage de matériel pornographique dans le milieu de travail, des jokes dans le milieu du travail, que ce soit pendant l'heure du dîner ou sur les heures de bureau. Ça peut être de tout le temps pincer la personne, toucher son cou, tasser ses cheveux. Donc, c'est pas nécessairement un attouchement. En fait, il peut y avoir des dossiers où on n'a pas d'attouchement sexuel du tout, mais que ça va être du harcèlement sexuel au travail. Dans la mesure où la personne qui est victime de ça se sent pas à l'aise là-dedans, là, c'est là que ça devient du harcèlement. C'est un peu ça, parce que ce geste-là pourrait être accepté par certaines personnes, puis d'autres personnes vont se sentir mal à l'aise. Donc, c'est pour ces personnes-là qu'on parle. Exactement. Et toutes les personnes ont un seuil de tolérance qui est très différent. Donc, ce qui est acceptable pour moi est peut-être pas acceptable pour ma collègue de travail. C'est ça qu'il faut respecter. Donc, il faut s'adapter aux personnes avec qui on travaille et non s'attendre à ce que tout le monde s'adapte à nous. Ouais. Et qu'est-ce qui est du flirt, par exemple, du flirt amical? C'est fait entre deux personnes consentantes, adultes, dans le milieu du travail et ça peut être correct parce que le consentement est là. Mais quand on parle de harcèlement sexuel, c'est qu'il n'y a plus de consentement. Et ça se peut qu'en tant que femme, je reçois des avances, j'aime ça, je réponds un petit peu et qu'à un moment donné, ça me tente plus, ça m'intéresse plus et c'est correct aussi. Et c'est à ce moment-là, si je mets ma limite et que je demande à la personne d'arrêter, et que l'autre personne continue, que là, ça peut devenir du harcèlement sexuel. Est-ce que c'est bien connu? Est-ce qu'on explique aux employés? Il y a peut-être des grandes sociétés qui ont des services de relations humaines, par exemple, de ressources humaines, en fait. Dans les entreprises, ça aide peut-être plus, mais est-ce que c'est affiché? Est-ce qu'on informe les gens? D'après ce que j'entends avec la clientèle qui vient au groupe d'aide, c'est que souvent, il y a des politiques contre le harcèlement en milieu de travail au sein des entreprises, mais ce sont des politiques qui ne sont pas vraiment diffusées, que les gens ne connaissent pas nécessairement le contenu, leur obligation, et que lorsque les employeurs sont mis au fait d'une situation, ils ne savent pas vraiment comment appliquer la politique interne. Donc, on voit qu'il y a un manque de sensibilisation là, dans les milieux de travail à ce niveau-là. Nous, au groupe d'aide, on est plutôt spécialisés au niveau des petites et moyennes entreprises de personnes qui sont non syndiquées. Et souvent, ça va être des entreprises qui n'auront même pas de politique contre le harcèlement. Oui. Au groupe d'aide et d'informations sur le harcèlement sexuel au travail où vous travaillez, quelles sortes de plaintes reviennent le plus souvent? Je vous dirais qu'on voit un peu de tout. Il y a beaucoup de cas de harcèlement sexuel parce que justement, ça va être un homme qui va harceler sexuellement une femme, quelqu'un qui est en position d'autorité, mais on a aussi des dossiers où c'est entre collègues, que ce soit un collègue masculin avec une collègue femme. Et dans les dossiers de harcèlement psychologique aussi, ça va être beaucoup entre collègues, mais ça peut être aussi, par exemple, un gestionnaire ou un superviseur qui va harceler quelqu'un qui est en position d'infériorité. Là. Est-ce que la majorité des victimes sont des femmes
femmes ou s'il y a aussi des hommes et dans quelle proportion? Est-ce que ça peut se calculer? Au groupe d'aide, la majorité de notre clientèle est composée de femmes encore aujourd'hui. Par contre, on a de plus en plus d'hommes qui vont venir au groupe d'aide pour avoir de l'aide, surtout depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le harcèlement psychologique. Par contre, ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas victimes de harcèlement sexuel ou qu'ils ne peuvent pas l'être. C'est juste que on se pose la question, est-ce qu'ils viennent moins vers des ressources comme le groupe d'aide pour obtenir de l'aide. Et au groupe d'aide, on ne voit pas tous les cas non plus là, qui sont déclarés là, à travers les entreprises au Québec. Mais au groupe d'aide, c'est encore majoritairement des femmes qui viennent nous voir. Et les hommes viennent vous voir, vous dites, pour consulter aussi? Oui, pour obtenir de l'aide. Ça va être les mêmes services, de l'écoute, de l'information et de l'accompagnement. On a aussi un service de café-rencontre qui est là pour la clientèle. Donc, les cafés-rencontres s'offrent 3 fois par mois et sont destinés là, à notre clientèle qui a été victime de harcèlement au travail. C'est un lieu et un moment pour ces personnes-là de se retrouver avec des gens qui ont vécu des situations semblables. Donc, les cafés-rencontres sont accessibles une fois que quelqu'un a parlé avec une intervenante au groupe d'aide et qui a un dossier actif. OK. Sans rentrer dans trop de détails, la loi, là, qu'est-ce qu'elle prévoit quand il y a du harcèlement? Juste pour informer un peu plus la population, c'est quand même grave. Là, on peut être accusé, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là, de façon assez simple au niveau de la loi? Assez simplement, c'est la CNESST, la Commission des normes et de l'équité de la santé et de la sécurité au travail, qui a une loi, dans ses lois sur les normes du travail, qui protège les employés, les salariés du harcèlement psychologique, ce qui inclut la notion de harcèlement sexuel. Et cette loi interpelle les employeurs. Donc, la responsabilité est mise sur le dos des employeurs et on leur dit clairement, c'est votre obligation de prévenir le harcèlement et si ça se produit, de le faire cesser. Et qu'est-ce qui peut arriver si ça ne cesse pas, justement? Est-ce qu'il y a des cas qui se rendent en cours et qu'il y a un jugement? Là? Oui, tout à fait. Il y a des cas qui vont se rendre au tribunal administratif du travail où est-ce que l'employeur aura à démontrer que non, c'est pas du harcèlement au travail, que c'était autre chose et la clientèle va défendre son point de vue, son dossier pour dire que non, c'était effectivement du harcèlement au travail. Et là, on parle d'un jugement qui est public, on parle de l'octroi de certaines sommes comme des dommages moraux, le remboursement de temps perdu au travail ou ce que la personne n'était pas apte pour travailler. Par contre, c'est des longues procédures. C'est pas comme aux États-Unis où on pourrait penser qu'on peut aller chercher plein d'argent. Ouais. Par contre, les employeurs ont intérêt à régler les situations rapidement. C'est une question de temps et de coût. Et ne serait-ce que la mauvaise réputation que l'entreprise va avoir. Là, avec, tout à fait, parce que s'il y a un jugement, généralement, c'est public, donc tout le monde a accès à ces informations très facilement là, aujourd'hui sur Internet. Oui. On a quelques secondes encore, Mme Billaud. Ce serait bien intéressant de mentionner les coordonnées, comment les gens peuvent... le premier contact, c'est soit d'aller sur votre site Internet ou de vous appeler pour avoir des services, pour savoir qu'est-ce qu'on peut offrir comme service. Oui, tout à fait. On invite les gens à nous contacter en premier lieu par téléphone parce qu'on n'est pas un centre sans rendez-vous. Donc, pour éviter de vous présenter et que personne soit là pour vous recevoir, c'est de nous appeler au 514-526-0789. On garantit un retour d'appel en 24 heures ou moins. On n'a pas de liste d'attente. Vous allez parler à quelqu'un au bout de la ligne et c'est de prendre un rendez-vous à ce moment-là pour faire un premier contact avec un membre du personnel qui va pouvoir donner de l'information, voir qu'est-ce qui se passe dans votre situation et comment vous aider. Et le site Internet est toujours disponible pour savoir justement comprendre mieux le harcèlement sexuel au travail? Oui, tout à fait. On a beaucoup d'informations. Vous pouvez nous rejoindre au www.gaihst.qc.ca. Merci beaucoup, Mme Billaud, Cindy Villaud, d'avoir été des nôtres. Bonne continuité. Merci d'avoir passé au groupe d'aide. Au revoir. Merci. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604, le 514-990-9604. C'est le moment tant attendu, donc, de l'Espresso. Bonjour, Pierre Laporte. Salut, Yvan. Bonjour, Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, Pierre, tic et manie. C'est un beau sujet. Tics et manies, oui. Tics et manies, oui. Il y en a beaucoup des tics. J'ai des tics, des manies, là, il y en a beaucoup. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui sont atteints, si on peut dire, en guillemets, de ces manies, même si ça fait pas mal. C'est pas une maladie en soi. Ça peut quasiment devenir maladif des fois. Oui. Ça peut devenir embêtant. Puis, je vais cacher mes doigts parce que je joue avec. T'en as des manies? Oui, t'en étais un petit cul, toi, je pense. Oui. Alors, craquer mes doigts. Oui, t'en
a plusieurs. Surtout un micro, là, c'est toujours le fun. C'est excellent, la radio. Ouais. Alors, voici ce qu'on en dit selon divers articles Internet que j'ai pigés d'ici, de là. Par exemple, l'article qui s'intitule « Ce que vos tics disent de vous et comment s'en débarrasser » sur le site kojimag.be. Donc, c'est Belgique. Oui. Alors, les tics, qu'est-ce que c'est? Appelés tics nerveux, ce sont des mouvements, des mots, des gestes ou des bruits compulsifs, incontrôlés et répétitifs. Ils apparaissent généralement autour de 5 à 6 ans et les garçons sont plus souvent touchés. Ils peuvent se manifester sous différentes formes, c'est-à-dire le clignement des yeux, le haussement des épaules, se ronger les ongles, il y a le mordillement des lèvres, la contraction du visage. À long terme, s'ils sont fréquents, ils peuvent rendre infernale la vie de ceux qui les ont et qui ne parviennent pas à s'en débarrasser, ainsi que leurs proches. Ouais, c'est comme une addiction, c'est ça, hein? C'est drôle, hein? Oui, c'est vrai. Oui, c'est pour contrer la nervosité, je crois. Oui, mais c'est quelque chose qui est comme plus fort que soi. Ben, vous allez voir ce qu'on a dit. Oui, on ne veut pas te devancer. Cela peut aussi devenir un handicap scolaire ou au niveau social, comme des difficultés de concentration, d'intégration. On doit subir les moqueries des autres et on finit par se replier sur soi-même. Ou encore une baisse d'estime de soi peut aussi en découler. Heureusement, il existe des moyens de diminuer les effets. Faisons le point. Les différents types de tics. Il y a tout d'abord la catégorie des tics respiratoires, comme le ronflement, les inspirations bruyantes ou bloquées. Ouais. Mais sauf le ronflement, c'est comme un peu... Moi, je savais pas que c'était considéré comme un tic. Un tic, je suis coupable parce que je ronfle comme une fournaise. On n'a pas tout à fait le contrôle. Parce que c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Non, c'est ça, oui. Il y a les tics musculaires aussi. Il y a ceux qui sont légers, comme des toussotements ou des clignements des yeux, ou des plus profonds, comme se ronger les ongles, mais jusqu'au sang. Il y a les tics vocaux. Il y en a plusieurs, mais le plus connu et impressionnant reste sans doute celui du syndrome de Gilles de la Tourette. Ça, on en a tous entendu parler. Ouais. Cette maladie chronique qui touche surtout les hommes dure toute la vie. La personne touchée combine différents tics, mais principalement ceux de l'écholalie. Ça veut dire répéter les mots entendus. Oui, puis ça aussi, ça peut être très débilitant, puis c'est dans l'extrême aussi, il faut dire, les gens qui souffrent de tout. Ça peut même causer des problèmes en société, tu sais, de trouver un emploi, de garder un emploi, c'est ça. Et il y a aussi un autre phénomène, ce qu'on appelle la coprolalie, c'est-à-dire de prononcer des mots vulgaires et des insultes complètement pour rien. Des fois, on en voit des gens comme ça sur la rue, ils crient des insultes à tout le monde, puis on comprend pas pourquoi. Ouais. C'est peut-être des gens qui atteignent du syndrome de la Tourette. Oui, puis il faut juste faire une nuance aussi, puis c'est des tics, c'est pas comme le TOC, qui est une autre forme de maladie. C'est une autre chose, ça aussi. Mais parmi les tics, il y a les tics de langage. Les tics de langage sont un peu différents, car ils touchent pratiquement tout le monde et sont moins considérés comme maladifs ou plus handicapants. Ce sont les mots ou expressions que nous utilisons souvent ou très souvent dans nos conversations au quotidien, telles que « c'est clair » ou, tu sais, les personnes qui parlent puis disent « genre ». Tu sais, ils disent genre tout le temps. C'est beau, moi je dis ça souvent. Ou tu vois, ou quoi, sans toujours nous en rendre compte. J'avais inscrit aussi sur la page, tu veux dire. Tu sais, il y en a des gens, ils parlent, mais tu veux dire. Tu veux dire. Non, je sais pas ce que tu veux dire. Bon, tu parlais Justin, des tics et des tocs. C'est quoi la différence? Ce n'est pas la même chose. Il est donc important de les différencier. TOC, d'abord, c'est l'acronyme de troubles obsessionnels compulsifs. Ce sont des manœuvres répétées pour calmer l'angoisse, comme tu disais, et pour empêcher l'obsession de se produire. Ce sont des pensées et mécanismes irrationnels, mais qu'on ne peut s'empêcher de faire. Oui, comme quelqu'un qui se lave les mains une centaine de fois. Oui, ça c'est un top. Oui, ou vérifier si on a bien fermé la serrure, sinon quelqu'un pourra entrer chez nous. Alors que vérifier une seule fois, ça suffit. Ou encore marcher uniquement sur les carrelages blancs du sol et personne ne mourra dans notre famille. Les tics, eux, ne sont pas forcément liés à des obsessions ou à des croyances psychologiques. C'est plutôt un genre de réflexe. Ils peuvent être liés à du stress et à des angoisses, mais pas de façon consciente.
Que signifie-t-il? On ne connaît pas encore très bien la cause des tics. Le stress est souvent cité comme facteur de cause, mais il ne serait pas forcément toujours le principal. L'ennui, l'excitation, la frustration peuvent être eux aussi des facteurs déclencheurs. Pour certains tics, comme celui de se ronger les ongles, c'est souvent le stress qui est en cause. Pour d'autres, comme par exemple le hochement de la tête continuel ou des épaules, c'est parfois des manies acquises avec le temps sans raison précise. Il y a aussi le facteur héréditaire. Plusieurs études auraient établi un lien héréditaire chez certaines personnes de la même famille étant victimes de tics. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Oui, on va en apprendre beaucoup plus. Merci beaucoup. Donc, les tics et manies à Folie douce, demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre chroniqueur Bernard Saunier nous présente un schizophrénique à Barcelone et Madrid de la suite. Cette fois-ci, on s'intéresse à l'art en Espagne. À l'Espresso allongé, on poursuit avec Tic et Manie. Vous entendrez aussi en chanson Quatrième dimension de les Hey Babies et Oh oui je t'aime de NAC. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet. Bien, j'accueille Bernard Saunier encore une fois. Bonjour Bernard. Bonjour Yvan. Tel que promis récemment, on va poursuivre sur un schizophrénique à Barcelone et à Madrid. Donc, on se lâche lousse. Oui, un schizophrénique à Barcelone, mais dans la culture et l'art. Oui, c'est ça. Je sais pas comment on dit, barcelonais. Oui, c'est ça. Tu t'es comme imprégné parce que tu as fait un voyage justement au moment où il y a eu d'ailleurs l'attentat terroriste. Oui, on en avait parlé la dernière fois qu'on s'est parlé, en août 2017. Mais te connaissant et sachant que tu es très intéressé par l'art et t'aimes l'art, t'aimes voir les belles choses, t'aimes voir surtout les choses qui vont te toucher. Tu nous en as déjà parlé dans d'autres voyages, à Washington et ailleurs. Tu as souvent rencontré des choses intéressantes, mais là, je pense que tu avais une belle place. Oui, bien, Barcelone, il faut savoir aussi que c'est la ville de Dali, c'est la ville de Picasso, c'est la ville de Goya, c'est peut-être pas de Goya, mais des artistes plus contemporains. Des artistes marquants. Marquants du 20e siècle, c'est Barcelone. En tout cas, Dali, j'aurais vraiment aimé ça, voir ce que tu as vu. Je pense que en fait, j'ai vu ça au musée de la Reine Sophie. OK. À Barcelone? À Madrid. À Madrid, OK. Il y a un espace qui est gardé pour Picasso et un autre espace qui est sur l'hyperréalisme dont Dali faisait partie. Puis là, ce qui était frappant, marquant aussi, là, qui est là, ça s'intitule « Le grand masturbateur ». OK, c'est évocateur. C'est évocateur, puis la peinture, elle suggère délicatement, mais en même temps, faut dire que elle évoque
bien des choses. Ouais, mais Dali avait pas peur pas de la controverse, mais de choquer ou de... Tu sais, même dans ses propos, j'ai déjà écouté des reportages sur Dali. C'est un personnage. C'est un personnage pas barré, comme on dit. Là. On a une chose en commun. Moi et Dali, on est schizophrène paranoïaque. OK, il était lui-même. Oui, lui, il ne gênait pas pour le dire. Ah oui? OK. C'était pas... Je sais que c'est un... Même récemment... Il a fait des choses. Il parlait du grand paranoïaque en parlant de lui. Mais c'est spécial ce qu'il a fait parce que c'est pour ça qu'on dit souvent, tu sais, même dans nos autres propos, on dit souvent, tu sais, les gens qui sont juste dits normaux, peuvent pas être aussi bons créateurs que quelqu'un qui a légèrement une santé mentale peut-être plus explosée. Je pense que ça stimule l'intellect, ça stimule la créativité. Quand quelqu'un peut comme faut essayer de saisir dans un moment donné. Cadrer sa santé mentale. Moi, j'essaye de faire ça avec mon écriture. Exact. Ouais. D'aller chercher ces moments-là. Ouais. Même si des fois ils sont douloureux, même si des fois ça va paraître un peu absurde, mais j'essaie de faire quelque chose avec ça. Mais au musée de la Reine-Sophie, pour revenir à Madrid, il y a une exposition présentement qui est à propos de Picasso. Oui. Puis comme on dit, j'ai visité aussi le musée de Picasso à Barcelone. Oui. Puis ce que je dis aux gens, c'est ceux qui disent que le cubisme, c'est n'importe quoi. Allez voir l'exposition à Barcelone, le musée Picasso. Quand on parle de cubisme, c'est quoi? C'est un peu de... Notre ami Édouard m'a expliqué ça. Oui. Pour me dire que c'est un peu de prendre le sujet d'un tableau puis d'en faire le tour, de le voir sous tous les angles. OK. En haut, en bas. OK. J'ai compris ça. Ça avait été mis un peu de l'avant par Picasso, ce mouvement-là. Picasso, c'est le grand maître du cubisme. OK. Il y a eu d'autres peintres qui ont fait ça, mais c'est lui qui a créé à partir de cette idée-là. Oui. Et on dit souvent les grandes œuvres, les vrais, les originaux, puis quand tu es devant une œuvre comme ça te touche. Tu sais. Ben, c'est touchant. J'ai vu aussi, il y a une toile de Picasso qui s'appelle Guernica, qui était peinte comme en protestation au début de la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu lieu en Espagne, que les Allemands, il y avait une aviation à cette époque-là, ils commençaient à avoir une aviation de guerre, puis les Allemands ont bombardé Guernica, qui était une ville absolument sans défense, puis ils ont tué cette ville-là, puis Picasso a été très marqué de ça, et il a peint cette toile-là, qui est Guernica, qui est en noir et blanc. Plus tard, en l'ayant vu, je dirais plus c'est en noir et gris, parce que les blancs sont pas éclatants, c'est plus terne, c'est quelque chose... On voit que c'est la guerre. En même temps, ça donne l'émotion de ce moment-là. C'est pas rien de joli, c'est rien de... C'est plutôt terne. C'est dur. C'est dur, c'est ça. J'étais content de voir ça. Je m'étais dit, moi, avant d'aller à Madrid, c'est ça, c'est bien à Madrid, je m'étais dit... Si je veux voir une chose, c'est ça. Si j'ai vu ça, tu pourras cocher ça en étant c'est fait. Là, c'est ça. À part ça, au niveau artistique, c'est sûr, l'architecture, j'imagine qu'en Espagne, Barcelone, de Gaudi. Gaudi, il y a une maison de Gaudi qui s'appelle la Casa Batlló. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. C'est B-A-T-T-L-O. Qui est une maison qui a tout été... dessiné et conçu par Gaudi. Et Gaudi, ce qu'il faut savoir de Gaudi, c'est qu'il essayait de faire des choses en architecture avec le moins d'angles possible, d'angles à 90. Okay. C'était plus des courbes, c'était plus... avec quelle sorte de matériaux qu'il réussissait à faire ça? Il travaillait pas mal avec toutes sortes de choses. Pour que ça soit quand même malléable. Le bois aussi. Le bois aussi. Certains types de bois. Travailler avec le métal, le fer forgé. Souvent, on voit des balcons
à Barcelone, tu vois que c'était inspiré de Gaudi parce que les courbes sont là. Okay. Il n'y a rien de... Il a comme créé un style, en fait, architectural. Effectivement. Il y a la Sagrada Familia, qui est une grosse basilique qui n'est pas terminée encore, que les gens peuvent visiter. Moi, j'ai pas eu la chance parce que j'ai pas pris le temps, puis j'ai eu quelques problèmes, mais je l'ai vu de l'extérieur, je suis allé voir autre chose. Mais avais-tu fait quand tu t'es préparé pour ton voyage, j'imagine, comme tu disais, il faut que j'aille quand même à certains endroits. Est-ce que tu as eu des surprises? Est-ce que tu as eu des coups de cœur? Est-ce que tu as décidé peut-être sur place d'aller à un endroit que tu n'avais pas prévu dans ton voyage, au niveau artistique, on parle? Ah oui, il y a le musée d'art, le musée national d'art de la Catalogne. Ça, c'était pas prévu. OK. Puis c'est un petit musée, mais extraordinaire. Dans quel sens? Des œuvres, toujours dans l'esprit de Gaudi, mais des œuvres qui ont été faites, on parle d'art moderne, là. Puis cet art moderne, parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus là, mais c'est à cette époque-là, c'était l'art moderne. Ouais. Puis l'art moderne, c'est intéressant de voir ça, c'est intéressant de voir le travail de finition, je dirais, pour parler comme un menuisier ou un ébéniste, parce que c'est des meubles aussi qu'il y a dans cette galerie-là. Puis c'est intéressant de voir ça, des vitraux aussi qui sont superbes, des peintures remarquables. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un peu aussi, je te le dis, j'y pense quand je t'en parle, là. C'est un peu de l'envers de ce qu'est le cubisme. Okay. C'est des courbé, courbes, en douceur. En douceur. Complètement autre chose que le cubisme. C'est ça, qui est plus... C'est pas pareil, c'est bien différent. Des tableaux ou autre chose? Des tableaux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tableau de Velázquez qui est une espèce de petite princesse où on voit Velázquez en train de la peindre. C'est un grand tableau, c'est assez extraordinaire ça aussi. Je pensais pas de voir ça de mon vivant, puis là je l'ai vu. Ça fait que je me suis dit... Puis c'est des grands maîtres, hein, on a beau dire ce qu'on voudra du figuratif, c'est une école, puis c'est une grande façon de peindre qui a marqué, qui marque encore, parce qu'il y a encore des gens qui font du réalisme, puis de l'hyperréalisme, mais atteindre le niveau de ces grands maîtres-là, c'est assez difficile. C'est pas... Qu'est-ce qui m'a frappé aussi? Dirais-tu que ça aussi, parce que c'est sûr que tu vas dans les voyages des fois pour te remplir, tu sais, de bonne façon, là, d'aller chercher un peu, de te nourrir, en fait, autant avec l'art, autant avec l'environnement. Puis, est-ce que tu dirais que ça t'a satisfait? Est-ce que tu t'es bien nourri d'art? Oui, j'ai vu pas mal ce que je voulais voir. Oui. J'aurais aimé aller aussi au Parc Güell. Je sais pas trop comment on prononce, c'est J-E. G-U-E, tréma 2-L. Ouais. Puis j'aurais aimé y aller, mais j'ai pas eu le temps. C'est quoi? C'est un parc qui a été designé, je pense, par Miro. Je veux pas dire n'importe quoi, là. Et comme justement dans ta série Schizophrénique en Espagne ou à Barcelone, est-ce que ta santé mentale s'est bien portée autant avec les événements à ton arrivée, en fait, l'attentat terroriste? La réponse que je te donnerais, c'est que je reste aussi fou. Aussi fou, mais rempli. En même temps, je prends le temps de regarder puis d'admirer. J'essaye de me laisser toucher. C'est peut-être la chose qui est la plus difficile à faire dans ces musées-là, de se laisser toucher, parce qu'on est accompagné. Il faut imaginer un musée rempli de monde qui discute. Tu as besoin de faire le... C'est assez difficile de faire le vide, peut-être, puis de se laisser toucher. Est-ce que c'est accessible? Tu sais, parce que nous parlait à Washington que les musées étaient très accessibles. Il faut payer, oui. C'est assez dispendieux, j'imagine. C'est assez dispendieux, puis souvent, il faut se rendre là tôt. Comme au musée de la Reine-Sophie, je suis arrivé très tôt. Je voulais être sûr de rentrer. Je suis rentré, j'ai visité la collection, j'ai visité l'exposition de Picasso.
Ça a fait mon bonheur, mais j'ai pris les moyens pour rentrer parce que sinon, faut appeler, il faut réserver. Il n'y a pas de place, c'est ça, c'est complet. Puis il faut dire que les Espagnols, je pense, vivent tard aussi, en général. Ils mangent tard, se couchent tard. Donc, si tu y vas tôt, tu as des chances peut-être de passer, d'entrer puis d'être admis à ce moment-là. Oui. On a quelques instants encore à notre entretien. C'est fort intéressant. C'est vraiment... en t'écoutant, on visite d'une certaine façon à travers tes yeux puis tes propos. C'est intéressant. Tu me donnes un peu le rôle d'un ambassadeur. Oui, t'es comme un ambassadeur. L'ambassadeur de Folie Douce. C'est pas nous autres qui financent, c'est toi-même qui le finance, mais c'est comme un peu nos yeux, nos oreilles. Puis mais c'est intéressant. Même à la radio, on peut imaginer, puis ça peut nous donner le goût de chercher plus loin en termes d'art. Faut regarder, tu sais, il y a des choses. J'ai lu beaucoup. J'ai lu beaucoup avant de visiter ces choses-là. Oui, c'est ça, tu t'es préparé. Les gens m'ont prêté des livres, j'ai lu ça. On a un excellent historien de l'art qu'on connaît bien, Édouard, qui est de très bonne Édouard m'a aiguillé. Exactement. J'aimerais ça qu'on mentionne ton blog où on peut trouver tous tes écrits, incluant les textes sur cette expérience-là en Espagne. Là. Mon blog, c'est le http://www.legoulag.blogspot.com. Puis donc, partout. Quand on veut savoir tout ce que tu écris, incluant cette aventure-là. La plupart des choses que j'écris, puis le schizophrénique à Barcelone et à Madrid, c'est là. Ils sont là. Merci beaucoup, Bernard Saunier. C'est moi qui te remercie. À une prochaine. Un prochain voyage peut-être, ou peut-être avant pour d'autres bons sujets. Merci beaucoup. OK, merci. À bientôt. Bye. Voulez-vous savoir de quoi on a l'air, puis qu'est-ce qu'on mange en hiver? Venez découvrir notre site web, antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé et le thème entamé plus tôt, tic et manie. Donc, Pierre Laporte et Ghislain Malo ici présents. Oui. Et je poursuis Oui. En passant, les superstitions, on dit qu'il pourrait être un peu des tics, c'est pas mentionné là-dedans. Non, les superstitions, là, c'est pas des tics. Ça, non, mais comme il y a des joueurs de baseball, la règle, c'est de jamais toucher les lignes. On pourrait entrer ça dans les tics, oui. Alors, je vais poursuivre ma lecture de cet article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Ce que vos tics disent de vous et comment s'en débarrasser » sur le site kojimag.be. Je parlais tantôt qu'il y avait un facteur héréditaire probablement à la source de ça, mais ensuite on nous dit est-ce que ça se soigne? Ça, c'est la question qu'on se pose. Habituellement, les tics chez les jeunes enfants s'estompent au bout de quelques mois ou un an. Dans un premier temps, il est important de ne pas culpabiliser l'enfant ni de le punir. Ensuite, certains traitements peuvent aider, comme les tranquillisants. Le groupe des phénothiazines, par exemple, ont des effets. C'est peut-être pas la clientèle. Quand c'est pas très grave, c'est peut-être pas cette clientèle-là qui est majeure. Il faut peut-être chercher d'autres alternatives. Oui, il y a d'autres alternatives. Ouais. Comme, par exemple, la thérapie comportementale. Pour se débarrasser d'un tic problématique et peut-être aussi d'un TOC, on recommande plutôt une thérapie cognitivo-comportementale. Un psychologue vous aide à cerner les moments où la manie se déclenche et à vous débarrasser de votre manie, mais progressivement, par des exercices et mises en situation. Parfois, quelques séances suffisent, parfois, cela demande plusieurs années. Mais il y a une autre façon, et c'est l'hypnose. D'après un article qui s'appelle « Tic, toc et manie » sur le site enfant.hypnose-thérapie Val-de-Marne. On nous dit l'hypnose permet d'agir de multiples façons, et surtout chez les enfants. D'abord, il permet d'agir sur les déclencheurs. Les tics sont situationnels et semblent le plus souvent se produire en cas d'ennui ou de frustration. Souvent, notre façon de penser ou d'anticiper peut engendrer un tic. Ça nous aide aussi à apprendre à faire le calme et à contrôler ses pensées. Les tics sont habituellement considérés comme étant semi-volontaires. Certaines personnes peuvent contrôler leurs tics à travers un contrôle mental et une attitude calme. Et finalement, l'hypnose peut aider à apprendre à relâcher autrement la tension musculaire. La tension musculaire, particulièrement dans les régions impliquées dans un tic, est un problème commun chez les gens qui ont des tics. Produire un tic semble soulager
temporairement cette tension, mais malheureusement, la tension chronique continue de s'accroître et les tics ont tendance à se rapprocher. Maintenant, dans un autre article intitulé « Tics et manie », écrit par Mme Marie Jeannot, qui est réflexologue française. La réflexologie, c'est un traitement qui s'approche du massage. C'est inspiré de la médecine traditionnelle chinoise. Moi, j'avais jamais entendu le mot. Il y a plusieurs zones là, dans les pieds, entre autres, là, c'est effectivement la réflexologie. Qui n'est pas l'acupuncture, non. Non, c'est autre chose. C'est plus un massage, plus une dépression qui sont faites. Mais ici, Mme Jeannot nous a fait pour nous une liste ce qu'elle appelle le petit dictionnaire de nos tics et manies. J'aurais peut-être pas le temps de tous les nommer, mais je vais vous en nommer quelques-uns. Premièrement, se tortiller une mèche de cheveux. Ça, je pense qu'on a tous fait ça à l'école. Oui. Ou avec la relation avec l'autre sexe, mais ça veut dire que tu es intéressé. Oui, c'est ça, c'est un signe. Ouais. Oui, c'est pas la même chose. Là. Madame Jeannot nous dit que c'est une façon de prendre ses distances avec la réalité. Ce geste exprime un besoin d'introspection ou la volonté d'édifier une barrière face à un interlocuteur. C'est très courant pendant la lecture. Puis je me souviens à l'école, moi je faisais ça, mais pas très très souvent. Je pense que c'est plutôt les filles qui ont les cheveux longs avec des frisettes. Là. Oui, moi personnellement, je peux pas faire grand-chose parce que j'en ai plus. Là. D'autres tics et manies, il y a par exemple se tordre les doigts en parlant. Ça traduit la nervosité et surtout une angoisse sociale. Si on est en face de quelqu'un qui représente une autorité. Okay. Tordre ou craquer? Ceux qui se tordent les doigts, j'imagine se faire craquer les doigts. Tu fais ça à l'occasion? Moi, des fois, j'ai aussi des fois des courbures puis des courbatures puis pour me donner... Ça peut être énervant pour les autres. Là-dessus, je m'excuse, Pierre, mais le ronger les ongles, parce qu'on voit ça souvent chez les gens. Est-ce que tu l'as, oui, justement, c'est sur la liste. Se ronger les ongles, c'est une angoisse entre guillemets, cannibale, accompagnée d'une auto-agressivité, car les ongles sont nos griffes à nous, liées à la perte de l'estime de soi. C'est un malaise courant chez les adolescents qui n'arrivent pas à se situer socialement dans un groupe. Il y a aussi simplement se gratter la tête. Il y a aussi répéter le même mot, comme le mot « voilà ». Ou c'est clair, surtout à la fin d'une phrase. Il y en a des gens qui terminent leur phrase presque toujours avec le même mot. Ça, c'est moi. Tu sais, ceux qui finissent par, comme je disais tantôt, tu sais le dire? C'est beau. C'est beau, ça, c'est ce que je dis souvent. Alors, ces mots-là clouent un discours et manifestent une peur d'être contesté. Il y a aussi émettre des onomatopées, comme des tu sais, de façon répétée. Ça marque des ondes blanches dans un discours. Cela permet de rythmer une phrase, de faire une pause pour chercher son mot. Se dandiner. On ne sait pas sur quel pied danser, mais mal à l'aise, gêné, on n'a qu'une seule envie, en finir. Les jambes symbolisant la liberté de mouvement, le corps donne le signal du départ. Tu sais, c'est comme, il y a quelqu'un qui te parle, tu aimerais ça être ailleurs, puis là, tu te mets à te brasser parce que t'as hâte de partir. C'est soit ça ou t'as bien envie d'aller aux toilettes, parce que des fois, tu te mets à bouger, là, mais ça, c'est autre chose. Il y a aussi triturer son alliance pour ceux qui sont mariés et qui ont une bague. Il y a remuer la monnaie dans ses poches. Il y en a des hommes qui vont faire ça. C'est gling, gling. Oui, le petit poignet de change. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. La liste est longue. Peut-être que j'y reviendrai. C'est intéressant pour donc les gens qui veulent en savoir plus. On peut chercher ça, justement, Tics et manies. Donc, c'est intéressant. En fait, vous tapez Tics et manies, vous allez voir plusieurs articles. C'est ça. Merci beaucoup, Ghislain. Merci. Pierre à Folie Douce. Donc, Tics et manies. Si vous voulez participer à Folie Douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. Quelques instants pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Alors, on va y aller avec la nomenclature des chansons. Oui. Ghislain Malo ici présent avec moi. On écoutait en début d'émission Longtemps. De Mauve. On a pu entendre une. De Luciole. Dans la deuxième demi, on a entendu Quatrième Dimension. Du groupe Les A-Babies. Et à l'instant, Oh oui, je t'aime. De NAC.
Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci pour ta participation au micro, Ghislain. Oui, merci. Et merci Pierre pour ta mise en onde. Merci. Également pour tes blocs espresso et allongé qui étaient tic et manie. On en a appris un petit peu plus. C'est différent de ce qu'on a pu voir dans le passé, mais c'est quand même, des problématiques qui sont importantes pour certaines personnes. Ça peut être très dérangeant. Très dérangeant, très handicapant si on veut. Alors, on a reçu aussi, je remercie notre invité en début d'émission, Cindy Villot, qui nous a parlé du harcèlement sexuel au travail. Notre collaborateur, Bernard Saunier, était aussi de retour avec un schizophrénique à Barcelone et Madrid. On a parlé plus de l'art en Espagne. Alors, c'était le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir. Bop